Le dictionnaire politique ce soir, très économique. Deux sujets en débat. La conclusion de la 5e revue entre le Congo et le Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie de crédit entamée, vous le savez, en janvier 2022 avec à la clé un peu plus de 25 milliards de francs CFA débloqués. Alors 25 milliards de francs CFA, est-ce à la mesure des problèmes financiers du Congo? Sinon, quelle interprétation donner à cette autre étape de ce programme? Que faut-il comprendre? Réponse tout à l'heure. Et l'autre sujet de ce soir, c'est la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères rwandais ici au Congo le 10 juillet dernier. Dans cette émission, nous reviendrons sur cette affaire qui finalement continue d'alimenter les débats. Voilà, deux sujets ce soir et trois journalistes avec moi pour en débattre. À ma droite, Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier. Bonsoir Alphonse. Bonsoir Mélie Rose. Et merci d'être là ce soir. Merci. Juste en face d'Alphonse Ndongo, Albert Mianzukuta, il est journaliste, directeur de publication à la Semaine africaine. Il est aussi auteur d'un recueil des éditos, L'humeur des jours. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là encore ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et pour boucler la boucle, il est aussi journaliste, Boni Fortuna Ngolali. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez la possibilité de nous suivre en direct, simultanément sur Facebook et YouTube, selon qu'une plateforme vous convient plus que l'autre. Partagez et participez au débat ce soir via les commentaires. Messieurs, 5e revue validée par le Congo. Est-ce pour autant dire que il faut se frotter les mains, Alphonse Ndongo? Bon, oui et non. Oui, tout simplement parce que il faut le reconnaître, cette 5e revue, ce satisfecit du FMI montre que le gouvernement a fait des efforts. Et il faut donc reconnaître peut-être que ce n'est pas le FMI qui va nous permettre de payer nos salaires ou alors de faire face à nos besoins de trésorerie, mais il s'agit d'une aide, comme vous l'avez dit, 25 milliards de francs CFA ou même 24 selon le taux, n'est-ce pas, du dollar, permettent au Congo de pouvoir poursuivre ses réformes qu'il a engagées avec le FMI. Vous êtes sans ignorer que ce programme avec le Fonds monétaire a connu une période d'interruption sous feu le Premier ministre Clément Mwamba, paix à son âme. Et le Congo n'avait pu tirer du FMI que 10% de plus de 220 milliards que le FMI avait donc finalement accordé au Congo dans le cadre, je le précise, de la mise en œuvre des réformes. Et de l'autre côté, c'est vrai, les Congolais sont aujourd'hui, ils ont les yeux rivés sur le FMI en se disant oui, ce n'est que 25 milliards, 24 milliards, ça ne permet pas franchement de résoudre les problèmes du Congo. Non, le FMI n'a pas pour vocation de donner des sommes qu'il faut à un État pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face à ces problèmes de trésorerie. Mais le FMI vous permet d'obtenir ce qu'on appelle un quitus pour soigner la qualité de votre signature et être crédible auprès des créanciers, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Alors, être crédible, je reste avec vous, Alphonse. Tout ce que vous dites est très économique. Que faut-il comprendre de manière concrète, de manière explicite? Alors, pour que le petit commerçant ou agriculteur du coin de Kakamweka, de Mosaka me comprenne, il faut tout simplement noter que le Fonds monétaire international vient en aide à un État qui a des difficultés pour pouvoir mobiliser assez de ressources financières, assez d'argent, disons ça comme ça, pour faire que le pays se développe. Et dans le cas du Congo, le Congo s'est retrouvé en difficulté pour des raisons qu'on connaît, c'est-à-dire que nous avons gagé une bonne partie de notre pétrole, c'est-à-dire que notre pétrole à nous sommes allés voir des gens, ces gens on les appelle des traders, Trafigura, Glencore, on leur a dit on n'a pas d'argent, mais est-ce que vous pouvez nous prêter de l'argent en contrepartie lorsque vous allez vous faire rembourser plutôt sur la vente future de notre pétrole. Donc cela a constitué quelque chose qui a handicapé l'économie congolaise. Et dans le cas d'espèce, puisque vous me posez la question,
il s'agit pour le FMI d'aider le Congo à rendre encore plus efficace la manière de récolter l'argent, c'est-à-dire que les réformes que le Congo a engagées avec le FMI, il s'agit donc d'une partie d'argent que le FMI donne au Congo, c'est-à-dire ces 25 ou 24 milliards, ce n'est pas pour payer les salaires, ce n'est pas pour payer des pensions, c'est pour aider le Congo à continuer les réformes qu'il a engagées dans certains secteurs, notamment dans le secteur de l'économie et des finances. Et si donc cela est bien cadré, ça va permettre que le Congo ait des méthodes pour que l'argent que nous récoltons à travers le pétrole, la douane, les impôts, que cet argent ne soit plus sujet à des, comment je peux appeler, à des évaporations, que cet argent soit utilisé à bon escient. Donc, on renforce des mécanismes de gestion de nos finances publiques. Il ne s'agit vraiment pas pour les FMI de venir nous donner de l'argent comme j'entends ici et là, que mais qu'est-ce qu'on va faire avec 25 ou 24 milliards au regard des problèmes du Congo. Et le FMI exigeant regarde ces choses de près pour savoir si cet argent qu'il vous donne est utilisé pour l'objet qui a été justement engagé. Albert Mianzukuta, le Congo finalement, bon élève, puisqu'on se rappelle qu'il y a quelques années, nous n'avions pas pu arriver à cette étape. Le satisfecit du FMI est-il plus ou moins pragmatique? Pragmatique sans doute, oui, mais il faut pas trop se leurrer. Le FMI donne un satisfecit qui doit toujours être compris comme étant provisoire, quel que soit le pays, quelle que soit l'économie considérée, ça n'est jamais définitivement acquis. C'est-à-dire que pour l'heure, quand les experts du FMI débarquent dans un pays, ils regardent avec attention ce que vous avez fait depuis la dernière réunion, ce que vous avez fait dans la concrétisation des promesses que vous vous étiez engagé à réaliser. Et le plus souvent, ce sont des promesses qui ne sont pas atteintes à 100%. Elles le sont à 80, à 70, 80, 85%. Et quand il y en a qui sont à 99%, c'est déjà bien. On se frotte la main. Mais le FMI, vous faites attention, le discours qui sanctionne chacune de ces revues, c'est peut mieux faire, ou a fait des efforts louables que nous avons constatés. Bon, c'est un langage diplomatique. On ne dira jamais vous êtes de jolis voleurs d'argent, vous êtes des gaspilleurs de vos ressources. Ils ne disent jamais ça. Ils vous donnent toujours l'impression que tout est rattrapable avec un peu de leur aide à eux. Donc c'est cela. Alors nous, si on est naïf, si on est, j'allais dire, nationaliste naïf, on va se dire, ben voilà, le FMI était là et donc tous nos problèmes sont résolus. Comme le disait Alphonse Dongo, c'est pas avec ça que nous allons payer nos pensionnaires. C'est pas avec ça que nous allons régler le problème de nos étudiants. Nous sommes engagés dans des réformes qui appellent les unes après les autres une transformation de notre manière de faire et de gérer. Et donc, voilà, bon, nous pouvons en être contents, bien sûr. Mais... Il y a toujours ce mais. Oui. Alors, Boni Fortuna Ngolali, est-ce qu'il faut rester mesuré? On comprend un peu l'attitude du gouvernement congolais. Hein. Oui, il faut rester mesuré. Cette prudence est très importante. Tout à l'heure, vous parlez de la satisfaction. Est-ce que le Congo devrait jubiler ou est-ce que le Congo doit faire un ouf de soulagement? Ça peut s'expliquer dans quel contexte? On se souvient bien que le Congo, 2016-2017, est surendetté. Le Congo, comme dit Albert tout à l'heure, est un mauvais élève, est un gaspilleur, est un élève qui n'est pas respectueux des engagements. Et donc, à un moment donné, le Congo devient craintif. Le Congo devient un pays à craindre, un pays à risque au niveau international et même dans la sous-région. Et donc, il faut rattraper toutes ces erreurs. On se souvient que le Congo, il y a eu un moment d'annulation de toutes les dettes, un moment où il y a eu un boom pétrolier. Mais finalement, le pays se retrouve dans la galère, dans une crise sans merci.
Et donc, le FMI qui joue pleinement son rôle, à un moment donné, de gendarme économique et financier au niveau international, qui doit veiller sur chaque État sur ce plan économique et financier, a finalement interpellé le Congo. Et le Congo avait besoin du FMI pour sortir de cette crise économique, sinon de cette guerre et cette crise économique. Donc, il y a eu quand même certaines mesures, certaines exigences du FMI. OK, nous voulons vous aider encore à nouveau, parce qu'il faut le souligner, c'est pas pour la première fois. On revient pour vous aider, mais finalement, on se rend compte que vous ne respectez pas. Et donc, le FMI vous met quand même sous certaines conditions, sous certaines exigences qu'il faut respecter. Et donc, pour le Congo, Alphonse l'a dit, sous le Premier ministre Clément Momba, paix à son âme, il y a eu quand même pas mal de difficultés. On traversait la période Covid. Il fallait lutter contre la corruption. Il fallait veiller sur la réduction de la dette publique. Il fallait encore réduire le train de vie. C'était pas facile dans ces conditions et le Congo n'a pas respecté réellement pendant cette période toutes les conditions imposées par le FMI. Donc aujourd'hui, jusqu'à la 5e revue, on peut dire, le gouvernement congolais peut dire, ouf, si nous sommes arrivés, c'est parce que certainement par rapport aux exigences du FMI, donc les réformes, il disait tout à l'heure, des réformes fiscales et budgétaires. On parlait tout à l'heure la collecte des fonds. On a vu comment le gouvernement a fait pression sur les impôts, a fait pression sur les douanes pour que les fonds soient collectés dans toute la transparence. On a vu que le gouvernement a tout fait pour mettre en place le budget programme. Tout ça, ça entre aussi dans le cadre de ces réformes. Donc aujourd'hui, si le Congo, le gouvernement arrive à la 5e revue, donc on peut dire finalement que il a quand même tenu des engagements, il a quand même respecté. Et donc, ça permet au pays d'être un peu crédibilisé, d'avoir une bonne note. Ça peut être, sur le plan politique surtout, et pour le Congo qui galère, ça peut être une bonne note et une satisfaction pour le Congo. Vous parlez du plan politique, mais qu'en est-il du social? Ces réformes n'arrivent pas dans l'assiette du Congolais. Bon, il faut comprendre, il faut aller au départ, quelle est réellement la mission du FMI. Le FMI, c'est un organe technique qui s'occupe, je le disais tout à l'heure, une sorte de gendarme dans le domaine économique et financier. Toutes les années ou presque, le FMI ne dort pas, il veille sur l'économie du monde, il veille sur les finances de chaque État. Et le Congo est retombé, comme plusieurs pays d'ailleurs, dans la crise économique. Il fallait donc secourir ce pays. Il n'y a pas que l'argent, il y a ce qu'on appelle l'assistance technique. Le FMI peut constater finalement que vous n'arrivez pas, par exemple, à mieux collecter les fonds. Le FMI peut vous donc apporter de l'expertise sur ce plan technique. C'est ce qui s'est fait aussi avec le Congo. Mais pourquoi, le diable, vous n'arrivez toujours pas à collecter les fonds? Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en place des organes réellement pour la transparence et la lutte contre la corruption? Donc, le FMI peut vous proposer tout un schéma et vous donner même les techniciens pour que vous mettez en place ou vous mettez en œuvre ces politiques, sinon ces réformes. Il y a déjà cet aspect technique. Il y a aussi le fait que le FMI peut vous donner des moyens, pas pour financer, on va dire, votre économie directement, mais pour vous permettre d'atteindre, sinon d'apporter les réformes. Je peux prendre un exemple simple. S'il faut au gouvernement congolais 1000 ordinateurs, par exemple, au trésor public, alors, dans cette période de crise, le gouvernement n'a pas le moyen pour acheter 1000 ordinateurs. Donc, le FMI peut dire au gouvernement, nous allons donc vous prêter de l'argent à un taux faible pour vous permettre de faire face à ces réformes au niveau du trésor. Donc, ce n'est pas l'argent qui est donné au Congo pour que le gouvernement paye les salaires ou paye les bourses. Non, au contraire, quand on est avec le FMI vous exige même à éliminer les dépenses inutiles. Donc, selon l'économie, peut-être qu'il peut penser que, bon, est-ce que on a vu le Premier ministre prendre une note récemment pour interpeller les ministres qui voyagent tout le temps? On a vu comment il a rappelé à l'ordre pour dire finalement, pour que chaque ministre sorte du pays, il faut que l'argent soit disponible, il faut qu'il ait l'autorisation, sinon l'aval de tel ou tel ministre, respecter telle procédure. Et donc, ça peut être ça que le FMI peut considérer comme des dépenses inutiles. Ça peut être aussi les salaires des ministres, leurs primes. Ça peut être aussi le train de vie des ministres. Donc, le gouvernement, le FMI peut dire, réduisez ces dépenses qui sont inutiles, ça vous asphyxie. Et quand vous réduirez ça, vous aurez donc la possibilité d'avoir un peu d'argent pour éjecter dans tel domaine. Donc, le FMI, quand on comprend ça, on peut plus faire des débats du genre que l'argent que le FMI nous donne ne peut pas nous permettre, ou encore le Congo court derrière 25 milliards de francs CFA. Non, c'est pour permettre au Congo, par exemple, de faire fonctionner certaines institutions, d'atteindre certaines réformes.
Alphonse Dongo, restons sur ces réformes. Le Congolais, il a l'impression que ces réformes sont plus... sinon l'impact, sinon le poids de ces réformes sont plus ressentis par la population. On a vu avec le prix du carburant plutôt que finalement tout ce dont Bruni Fortuna a fait mention. Oui, c'est vrai. Pour le commun des mortels, lorsque le FMI arrive avec ces mesures qui ont souvent fait grincer les dents dans certains pays, ça peut donner l'impression que le FMI est contre le social. Il faut reconnaître une chose. Oui, le FMI, de manière indirecte, apporte l'amélioration de la qualité de gestion pour que les cas sociaux, justement, ne puissent plus être aussi criards. Je prends un exemple. Il y a eu l'augmentation du prix du litre de carburant. Bon, lesquels utilisent vraiment beaucoup plus le carburant? Ce sont ceux qui ont des voitures, n'est-ce pas? Et ceux qui ont des voitures, on peut considérer qu'il y a dans ce lot et des gens riches et des gens de classe moyenne. Parce que les plus pauvres n'en ont pas. Et alors, justement, le FMI trouve que pour que nous ayons des prix de carburant que nous avions avant, et il faut le reconnaître, hein, sans politique aucune, que le Congo est le seul pays d'Afrique centrale qui n'avait pas revu ses prix à la hausse. Bien que, honnêtement, il faut le reconnaître, vous avez le cas du Gabon qui a des prix tout à fait souples, qui sont dans les 500 francs CFA le litre de carburant, ou de l'Angola et même du Tchad. Mais il fallait que le Congo cesse avec des subventions pour que cet argent puisse être injecté dans des secteurs, par exemple, sociaux, comme l'éducation. Et c'est ce que le gouvernement a fait pour essayer, n'est-ce pas, d'alléger l'enveloppe de subventions. Ça, c'est un cas. Je vais encore prendre un autre exemple. C'est toujours le FMI qui a exigé qu'il y ait l'installation d'une haute autorité de lutte contre la corruption. Bon, oui, on peut se poser les questions et on attend beaucoup plus des gros poissons que des menus fréquents, mais tout au moins, c'est le FMI qui a exigé cela parce que, qu'on le veuille ou non, je pense que les gros poissons, à un moment donné, ont aussi peur. Et donc, ça peut quand même freiner ou endiguer le phénomène de corruption. Donc, le FMI vient apporter un peu tous ces éléments et ça peut parfois donner l'impression que oui, on ne ressent pas vraiment l'impact, mais je dois reconnaître une chose. L'économie congolaise sort de très loin. Nous étions pratiquement dans les années 2017, 2018, nous étions avec une croissance négative. C'est-à-dire que nous sommes en phase de décroissance. Et avec l'arrivée du FMI qui a identifié nos problèmes, cette croissance aujourd'hui est positive. Donc, on est reparti sur la bonne route. Tandis que nous avions un niveau d'endettement qui était de pratiquement 120% du PIB. Je vous rappelle que selon la norme de convergence communautaire, on ne doit pas avoir un niveau d'endettement qui dépasse 70%. Le Congo s'est retrouvé comme un pays très endetté, hyper endetté. Aujourd'hui, grâce au FMI, il a fallu donc trouver des passerelles avec nos créanciers, notamment la Chine, qui détient une bonne partie du stock de la dette, mais aussi avec des traders comme Trafigura et Glencore. Donc, il y a eu ce qu'on appelle le rééchelonnement, la restructuration de cette dette, c'est-à-dire qu'on s'entend avec des gens auxquels nous devons de l'argent pour dire on devait vous payer ce rythme, on devait vous accorder ce rythme de paiement pendant X période. Est-ce que vous pouvez nous accorder cette faveur de renégocier un autre moyen de vous payer peut-être moins avec une période plus longue? Et ça nous donne un peu d'oxygène. C'est grâce au FMI qu'on a abouti à ces questions. Si on n'avait pas le FMI, je ne sais pas, l'économie congolaise serait asphyxiée. C'est-à-dire que on n'aurait pas pu restructurer notre dette envers la Chine, ni avec Trafigura, ni avec Glencore, ni avec la Turquie, et nous n'aurons pas eu la meilleure manière de pouvoir nous en sortir. Donc, voilà ce que le FMI a pu apporter sans que les gens le sachent. Et il faut le reconnaître, comme je le disais, le taux de consommation s'est révélé de l'ordre des 10% sous l'ancien Premier ministre. Et lorsque le gouvernement Makosso est arrivé, il a fallu maintenant mettre en branle
la mise en œuvre donc des 48 mesures. Donc ce sont ces 48 mesures qui sont en train, n'est-ce pas, d'être implémentées, et ça va nous permettre, c'est là où est franchement le fond, ça va nous permettre de soigner la qualité de notre signature pour que nous puissions non seulement emprunter de l'argent au niveau national auprès des banques ou de la sous-région ou auprès du marché financier sous-régional comme on a eu un emprunt obligataire, mais non, on peut sortir au-delà. Lorsque la situation du Congo sera meilleure, nous pourrons aller à l'extérieur parce que les besoins d'endettement du Congo aujourd'hui ne sont pas de l'ordre de 200 milliards de francs CFA. Ça va dans les 2000 milliards, 3000 milliards, voire un peu plus. Et il faut aller donc vers ceux qui ont des possibilités de nous aider. Pour que ces gens nous donnent leur argent, il faudrait absolument que le FMI nous donne le quitus. Et ce quitus, c'est le FMI qui dit, ce pays, j'ai vu la qualité de sa signature, vous pouvez maintenant lui faire confiance. Albert, mais tout ce qu'Alphonse dit, c'est bien et vrai. Cependant, les problèmes sociaux aujourd'hui demeurent. Les grèves par-ci, les aérés de salaire. Est-ce que finalement, l'on serre la ceinture aujourd'hui pour demain? Et aujourd'hui, il n'est pas question de se dire qu'on a sorti la tête de l'eau. C'est-à-dire, les gens de mon âge connaissent un slogan qui a longtemps fait fureur ici dans les années 77. Donc, vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Et cette philosophie, finalement, elle est la même chaque fois que l'on a traité des questions de la dette du Congo. Mais c'est peut-être aussi le moment de dire à nos compatriotes que s'ils ont une perception négative du FMI, je ne suis pas là pour faire l'avocat du diable, mais c'est aussi parce que nous ne comprenons pas très bien comment sont les mécanismes financiers qui nous amènent à lui. Finalement, il y a eu un pays, c'est la Libye, qui a dit à un moment, bon voilà, j'ai suffisamment d'argent, moi, le FMI, j'en veux pas, je paye mes fonctionnaires, je paye mes dettes, suivant les accords que je passe avec ceux avec qui je traite, et donc le FMI n'a rien à venir faire chez moi. Ça marchait un moment. Bon, nous, malheureusement, on est loin de là parce que nous sommes tout le temps pris par cette frénésie de devoir toujours nous endetter, de devoir toujours nous créer des problèmes et des situations qui exigent que nous nous montrions un peu plus vertueux sous la contrainte. N'oubliez pas un petit détail, le FMI cette fois-ci est revenu chez nous parce que il avait détecté que nous avions menti. Nous avions caché des dettes que nous ne lui avions pas présentées. Et c'est comme si vous allez dans la boutique de notre commerçant du quartier en disant « je veux un sac de riz », mais sans lui dire ou sans vous faire connaître que vous avez 3 sacs de riz déjà non payés chez l'autre, le concurrent de notre boutiquier d'habitude. Quand il l'apprendra, lui, c'est votre crédibilité qui va descendre, c'est votre manière de vous comporter et d'être traité par les créanciers qui va en prendre un coup. Donc, il y a ça. Nous avions, alors Trafigura, justement, on a dû nous dire que nous avions notre dette auprès de la Chine, nous avions une dette gagée, nous avions une dette. Nous ne sommes pas les seuls, hein, c'est vrai, mais ce n'est pas dans les mauvais exemples que nous devons suivre les autres, notamment le Mozambique. Parce que là, le Mozambique a pris de l'armement, a dit voilà, j'ai mon gaz, je vais faire ceci, cela, et est allé crânement demander qu'on lui prête de l'argent sans avouer qu'il avait déjà une casserole assez pleine, assez remplie. Et donc, quand on s'en est aperçu, c'est la même chose chez nous. Hein, je parle du Mozambique, il n'est pas le seul. C'est la même chose chez nous. Donc, que nos compatriotes connaissent bien les mécanismes qui nous conduisent vers le FMI. Le FMI ne vient pas un beau matin se pavaner dans nos pays en disant, voilà, moi, je vous coupe la bourse, je vous demande d'enlever les subventions au pétrole, au carburant. Je vous impose, les gens de mon âge connaissent ça, le PAS, le plan d'ajustement structurel, et donc qui a fait souffrir. J'ai vu des gens, des jeunes, soutenir des thèses disant, voilà, le PAS
n'avait pas le droit d'être ici, etc. Oui, mais c'est comme si vous disiez à un pompier, quand vous venez éteindre l'incendie chez moi, ne mouillez pas mon téléviseur. Lui, il éteint l'incendie. Et donc, si c'est le téléviseur qui est pris, ben voilà, c'est le téléviseur qu'il mouille. Voilà. René Fortunat, tout à l'heure, vous parliez du FMI comme gendarme. Mais puisque ce n'est pas la première fois que le Congo entre en programme avec le FMI, la question que l'on peut se poser, c'est où était le FMI pendant qu'il y avait, entre guillemets, gaspillage? Non, on va pas indexer le FMI. On va pas non plus aujourd'hui accuser le FMI de quoi que ce soit. Et souvent, le FMI intervient pour aussi essayer de maintenir l'équilibre. Voilà, on va dire économique et financière entre les États, parce que imaginez que Alphonse peut mieux l'expliquer, que le Congo soit dans une situation assez difficile économiquement et financièrement, ça peut impacter sur d'autres pays de la sous-région. Donc, à un moment donné, le FMI veille à ces équilibres-là. Mais il y a aussi l'État et qui peut faire appel au FMI. Nous avons eu dans ce pays des discussions où il fallait aller, où il fallait pas aller. On a vu un opposant dans ce pays qui fut un ancien ministre de l'économie et des finances, qui démontrait qu'on pouvait sortir de cette crise-là sans l'appui du FMI. On a vu aussi d'autres comme des Rigobert Andeli qui pensaient que sans le FMI, ce serait difficile pour nous de redevenir crédibles, sinon d'avoir une bonne signature. Donc, c'est le Congo qui fait appel au FMI. Le problème, c'est ça. Ce qu'il faut aujourd'hui voir de fond en comble, c'est d'où on vient, où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que quand on se pose des questions sur l'impact social de ces accords, on sait très bien, je parlais tout à l'heure de 2016 et 2017, mais il y a eu aussi bien avant, depuis pratiquement 30 ans, sinon 40 ans, ou moins peut-être 20 ans, le Congo se bat pour résoudre les mêmes problèmes. Voilà, nous avons des problèmes d'eau, problèmes d'électricité, des problèmes de transport, des infrastructures, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé. Depuis pratiquement 20 ans, voire plus, le Congo se bat à résoudre ces problèmes, sinon à trouver les solutions. Et donc, pour qu'on y arrive, on s'est rendu compte que le Congo a eu beaucoup d'argent, nous n'avons pas pu régler le problème de l'électricité, nous n'avons pas pu régler le problème d'eau, de l'éducation, on est toujours dans ce marasme. Alors, à un moment donné, il faut donc que le Congo fasse appel au FMI pour dire finalement, nous n'arrivons toujours pas. Oui, nous reconnaissons que nous sommes de mauvais élèves, qu'on reconnaît quand même que là, on n'a pas pu, on a eu beaucoup d'argent, mais comment on se retrouve avec autant de dettes? Le FMI vient avec ces conditions. Et pour vous permettre finalement de repartir sur la bonne voie, pour vous permettre de reprendre le bon chemin. Et donc, le Congo aujourd'hui, avec cette 5e revue, on peut se permettre de dire, le Congo reprend donc le bon chemin certainement de son développement, de la diversification de son économie, certainement aussi de la résolution de divers problèmes que le Congo rencontre depuis quelque temps. Mais parce qu'il y a eu quand même des réformes, c'est pas fini. Le Congo va continuer quand même à faire des réformes dans différents domaines. Le Congo doit continuer à suivre le chemin tracé par le FMI pour que finalement on sorte totalement de tous ces problèmes qui durent depuis plusieurs années. Mais Alphonse, qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui toutes ces tensions de trésorerie que vit le Congo aujourd'hui, malgré le fait que nous soyons sur la voie des réformes? Ah oui, bon, ça c'est une très bonne question et d'ailleurs elle mérite réponse parce que beaucoup de gens se la posent en se disant comment vous pouvez être sous ajustement ou sous programme avec le FMI et en même temps vous connaissez des tensions de trésorerie. Le FMI, comme je le disais, ne vient pas, avait déjà identifié qu'on a des tensions de trésorerie parce que cette situation, contrairement à ce que les gens pensent, ne date pas d'aujourd'hui. Sauf que chaque ministre des Finances qui est arrivé, Ganongo, Andeli et actuellement le ministre Ondai, chacun a sa méthode, a sa façon. Ganongo, sans que vous le sachiez, était sur le marché financier sous-régional, c'est-à-dire avec la mobilisation des fonds, ce qu'on appelle les bons de trésor assimilés, et le marché monétaire de la sous-région, ça a permis que le Congo tienne jusque-là. Et ce n'est pas un cas spécifique au Congo. Tous les pays d'Afrique de la zone CEMAC
accuse des tensions de trésorerie aujourd'hui. Mais chaque pays, selon sa crédibilité et sa façon de faire, réussit, n'est-ce pas, à mobiliser des fonds. Je vous apprends que le Cameroun vient, par exemple, de mobiliser, toujours sur le même marché, un peu plus de 200 milliards de francs CFA. Donc, ce sont des choses qui se pratiquent. Alors, le problème est que nous, on a beaucoup plus mobilisé de l'argent à des fins de consommation. C'est-à-dire, vous allez emprunter de l'argent pour consommer. C'est exactement comme si vous allez chez le boutiquier du coin, comme disait notre aîné Albert, vous allez prendre, vous allez vous endetter juste pour manger. Ben, c'est un cycle rotatif qui est là, un cycle rotatif, et c'est ce qui s'est passé. Et Andeli aussi, il avait le sens de l'anticipation. C'est-à-dire que il fait des calculs, il se rend compte que tel que je vois la mobilisation des ressources internes au Trésor, je crois qu'il nous faut une rallonge. Et il anticipait et on n'avait pas senti qu'il y avait des secousses. Maintenant, chaque ministre, je pense qu'Onda est venu, il a sa façon à lui de voir les choses, ce qui peut faire qu'on ressente tout de suite au même moment des problèmes de grève dans des hôpitaux, des problèmes à l'université, les pensions qui ne sont plus payées, et etc., etc. Voilà à peu près ce à quoi on est confronté. Donc, là, ce n'est pas le FMI. C'est-à-dire que tous les pays de la sous-région, sachant qu'ils sont sous programme avec le FMI, préfèrent maintenant mobiliser de l'argent dans ce qu'on appelle le marché monétaire d'Afrique centrale. C'est-à-dire que vous pouvez aller emprunter de l'argent auprès d'une banque camerounaise, équato-guinéenne, ça dépend. Ça, c'est permis, cela est contrôlé par la banque centrale, avec évidemment comme des espèces de garanties, parce que ça, on appelle ça dans le langage financier la mobilisation des ressources courtes. Bon, je vais être pour que les gens comprennent. Ressources courtes, ça veut dire quoi? Je te prête mon argent, il faudrait que tu me le rembourses le plus tôt possible. Ça doit être soit 13 semaines, ça peut être 13 semaines, ça peut être 52 semaines. Ça peut aussi être peut-être 20 semaines, ça dépend ce qu'on appelle. Donc, il faudrait pas que ça excède 1 an. Et malheureusement, nous, on a eu à mobiliser de l'argent. Vous savez, c'est l'argent des gens qui se trouvent dans des banques, dont la banque ne peut pas vous donner de l'argent pour une période assez longue. Et nous, on n'a pas donc su mobiliser de l'argent là où on peut avoir ce qu'on appelle des ressources longues, c'est-à-dire que avec une période plus longue pour rembourser. Donc, ça fait que nous, c'est maintenant l'expertise de nos financiers, de ceux qui sont à la manœuvre, qui répond. Là, c'est pas le FMI. Le FMI nous aide plutôt à pouvoir mobiliser davantage de recettes, à boucher des trous où les gens se servent un tout petit peu, à dire à l'État, vous dépensez trop d'argent ici, que cet argent vous serve à autre chose. C'est ça qui permet à l'État d'être crédible et de répondre au service de la dette au niveau de la sous-région. On a pris de l'argent auprès d'une banque gabonaise ou camerounaise ou congolaise, que nous soyons crédibles pour remettre cet argent. Parce que si vous n'avez pas respecté cela, vous passez dans ce qu'on appelle la zone rouge. Ça veut dire qu'aucune banque ne vous fait plus confiance. Ah non, le Congo, ils ont pris de l'argent ici et il y a un trou. Donc, ça se passe, c'est de manière normale. Je dis, le Gabon le fait, le Cameroun le fait, le Congo est le 3e pays qui est en train de monter en termes d'expertise pour pouvoir aussi mobiliser de l'argent. C'est des choses qui se font. Les États sont crédibles, les États ont des moyens. Donc, aujourd'hui, si nous accusons des problèmes de tension de trésorerie, je vous ai expliqué que les 2 ministres qui se sont succédés à l'actuel avaient leur façon de faire et on ne sentait pas ces secousses. Les gens ne savaient même pas qu'il y avait de la mobilisation au niveau sous-régional. Bon, est-ce qu'il a manqué d'anticipation? Chaque ministre qui vient, lui, il peut dire « je ne veux plus prendre de l'argent ». L'anticipation, Alphonse, expliquez mieux. L'anticipation veut dire quoi? Ça veut dire, pour que je parle comme disait Albert tout à l'heure, vous avez pris du riz chez le boutiquier du coin, c'est pas Mamadou ou bien Ebineta, et vous vous rendez compte que nous nous approchons de la fin du mois, le sac de riz est en train de finir. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, il se pourrait que je n'ai pas l'argent à la fin du mois pour payer Mamadou et Bineta. Qu'est-ce que je fais? Je vais le voir, je lui dis, Mamadou, je sais que je devais te payer à la fin de ce mois.
je te dois déjà un sac de riz. Rassure-toi, je vais te payer. Donne-moi encore un autre sac de riz. Parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Il ne faudrait pas qu'il y ait misère chez moi à la maison. C'est un peu ça, non? Anticipation. C'est-à-dire, on anticipe. Tu regardes le tableau de bord, tu te dis, ah, j'ai fort l'impression que je ne pourrai pas payer mon logeur à date échue. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être le voir pour lui dire, vraiment, papa, excusez-moi, monsieur le propriétaire, je ne pourrai pas vous payer à la fin de ce mois parce que je connais des petites difficultés, mais je vous paye, soyez-en sûrs, dès que possible. C'est ça qu'on appelle le sens de l'anticipation. Oui, moi, je pense que, loin même d'ailleurs, moi, je suis ce qui se passe depuis qu'il est là. Je parle du ministre Andai. Peut-être que lui, il a certainement eu peur, il n'a peut-être pas le courage qu'avaient les autres avant lui de continuer à aller, si on prend l'exemple, l'anecdote ou l'exemple d'Alphonse Dongo, d'aller revoir Mamadou plus d'une fois, puisque c'est encore une manière de te surendetter. Peut-être qu'il n'a pas eu ce courage-là d'aller de gauche à droite, voir exactement où est-ce qu'il pouvait trouver de l'argent pour boucher ces trous-là. Bon, aujourd'hui, il parlait des emprunts obligataires sous Calix Ganungo. On a vu comment il a levé les fonds à gauche et à droite. C'était sur une période très très courte. Et malheureusement, nous sommes arrivés à la date où il faut payer ces dettes. Nous sommes arrivés à la dette, il faut donc payer ces dettes. Tout le gouvernement congolais, l'argent qu'il a pris à gauche et à droite il y a à peu près 2, 3, 4 ans, sinon 4 ans, il faut maintenant payer cet argent. Et donc, à chaque fois que l'État congolais essaie de rassembler l'argent à gauche et à droite, à chaque fois qu'il essaie de collecter les fonds, il faut donc penser d'abord et avant tout à payer les dettes d'autrui. Et donc, au lieu d'aller, par exemple, trouver les bijoux de transfert, cet argent va dans les dettes. On règle les dettes. On règle les dettes à gauche et à droite. Donc, l'État congolais fait face actuellement à toute cette situation. Et c'est pour cela que, comme il n'y a pas eu d'anticipation, certainement qu'Ondai n'a pas eu assez de courage d'aller voir, peut-être pas toujours Mamadou, d'aller voir Paul, peut-être pour dire à Paul, finalement, moi, j'ai pu prendre 2 sacs déjà chez Mamadou, c'est trop, je peux plus continuer. Est-ce que tu peux me donner un autre sac? Il peut diversifier comme ça des partenaires. Peut-être ce qu'il n'a pas fait, ou il a certainement opté pour payer totalement les dettes et voir peut-être dans quelques années comment le Congo peut finalement respirer normalement. Au vu de ces exemples, est-ce que finalement on n'affame pas sa propre population pour payer Mamadou? Mais c'est les conséquences de la mauvaise gouvernance. Et qui paye? C'est parce que c'est la question que oui, se pose le Congolais. Oui. Non, mais c'est tout à fait cela. Mais qui est responsable? Je veux dire, si vous prenez un sac de riz que vous devez payer au 30 d'un mois, mais que le 15 du mois suivant, vous êtes encore là à vous demander, mais est-ce que je vais payer, je ne vais pas payer? Qui est responsable? Si Mamadou décide, voilà, je ferme le robinet, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. Sans oublier un aspect dont nous n'avons pas suffisamment parlé aussi, la corruption. Mm-hmm. La corruption, c'est-à-dire que nous avons de l'argent, oui, le Congo a des ressources, a su mobiliser jusqu'à 14 000 milliards quelque part pour un fonds de génération future. Donc ça, c'est le sens d'anticipation dont font preuve souvent les gouvernements nordiques, la Scandinavie. Nous, on y a pensé, on l'a fait, et puis on n'a pas résisté à la tentation de nous dire, bon voilà, écoutez, il y a le stade de Kintele, il faut payer le fournisseur, il faut payer ceci. Ah, bon, au lieu de se gratter la tête, nous avons notre argent, donc on est allé, on a pioché sur ce qui devait être un fonds de garantie. Donc, nous avons percé des trous à ce fonds-là et puis nous nous retrouvons à sec, totalement à sec. Nous allons quémander, nous, qui étions riches, qui avions pu prêter à des pays comme la Côte d'Ivoire, comme la République centrafricaine, comme le Niger. Nous avons donné de l'argent en disant, bon voilà mon frère, vous êtes en difficulté, bon moi j'ai 2000, je vous en donne 1000, et puis on s'arrangera pour le remboursement. Maintenant nous sommes
pire que des gueux. Ouais. Donc voilà, c'est ça le problème. On constate finalement que le Congo est un pays dépensier, sinon les différents gouvernements que nous avons connus, qui certainement ont vécu dans la gabegie totale, et aujourd'hui le pays se retrouve. Mais vous parlez tout à l'heure de la population, oui, c'est pour cela que la population aura du mal à comprendre ce qui se passe. C'est pour cela que le gouvernement aura même du mal à avoir un jugement objectif sur le gouvernement actuel, parce que on sait que les problèmes sont structurels, on sait que même si on change de gouvernement aujourd'hui, ce même gouvernement viendra pour résoudre le problème, puisque si réellement le chemin est tracé pour sortir de l'ornière, il faut que même le prochain gouvernement, que ce prochain gouvernement suive le même schéma tracé par le FMI pour que le Congo ne retombe plus dans les mêmes bêtises. Mais pendant ce temps, la population, on dit ventre affamé, n'a point d'oreille. Et donc, il faut quand même que le gouvernement essaie de prioriser, voir quelles sont les priorités à l'heure actuelle. On a compris que le gouvernement maintient le paiement régulier des salaires, puisque vous avez parlé des salaires impayés, mais il faut plutôt préciser qu'il ne s'agit pas de fonctionnaires, voilà, plutôt des budgets des transferts, des institutions qui sont en 2 ou 3 mois aujourd'hui. Et le gouvernement donc doit voir dans cette crise-là, dans cette période, quelles sont réellement les priorités. C'est pour cela que vous constaterez qu'on ne parle même plus du PND. On a vu comment le gouvernement a revu le PND, et sur 3 ans finalement, parce que ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour mettre en œuvre ce PND, donc il faut revoir. Donc c'est une manière de revoir les priorités. On ne parle même plus des 12 batailles comme on avait entendu, parce que certainement le premier s'est rendu compte qu'il y a pas d'argent pour mettre en œuvre toute cette politique, et qu'il faut donc trouver le juste milieu. Et c'est le moment donc de prioriser. On priorise quoi? Ok, on maintient les salaires des fonctionnaires coûte que coûte, quelle que soit la galère, il faut maintenir. Et on a vu aussi avec le carburant, le gouvernement a pris énormément de risques d'élever le carburant. Mais aujourd'hui, on constate quand même que ce qu'on craignait, on le vit pas aujourd'hui. On constate aussi que, bon, on est dans l'inflation, mais ça ne va pas au-delà de ce qu'on pouvait imaginer hier. Donc, le gouvernement a certainement essayé de boucher quelques trous, prioriser on va dire quelques projets, afin de maintenir l'équilibre jusqu'aujourd'hui. Alphonse l'a dit, si on n'était pas à ce niveau-là, peut-être ce serait le pire. Mais il faut que le gouvernement soit courageux de trouver réellement dans cette crise quelles sont les priorités dans les 2 ans à venir. Ok, le PND est revu, mais c'est plutôt focalisé vers la jeunesse. Est-ce que le gouvernement trouvera réellement l'argent pour mettre en œuvre ce PND sur 3 ans? Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Quelles aujourd'hui les vraies préoccupations des Congolais? On parle de l'agriculture. Est-ce que dans 2 ans, avec les arbres qu'on voit, les arbres qui se font aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement nourrir les Congolais dans 2 ans? Est-ce qu'on peut réellement maintenir la stabilité de l'électricité sur 2 ans? Est-ce que l'eau peut être disponible dans 2 ans? C'est le moment donc de s'interroger, et le gouvernement doit être courageux pour trouver réellement les vraies priorités. Oui, allez-y, Alphonse. Oui, moi je pense que le gouvernement, sans vraiment le défendre, a été courageux, parce que le FMI demandait, par exemple, en ce qui concerne le carburant, que ce soit relevé dès janvier à 1200 francs le litre. Je pense que là, le gouvernement a dit niet, ce n'est pas possible. Le gouvernement a résisté à une autre exigence ou recommandation du FMI qui voudrait qu'on relève le prix de kilowattheure d'électricité. Hein, voilà, donc le gouvernement essaie de surfer aussi entre ce qui est bien réel et le social. Donc, et il convient aussi de noter que dans d'autres pays, par exemple dans la sous-région, les gens n'ont pas pu résister aux recommandations du FMI concernant le prix du carburant, qui est plus élevé par exemple au Cameroun qu'ici. En Centrafrique, oui, vous allez me dire, oui, la République centrafricaine n'est pas un pays producteur, mais ils sont à plus de, je crois, ils sont à 1500 francs le litre. Donc, c'est quand même des atouts, il faut le reconnaître, mais grâce au FMI, peut-être que les gens ne le savent pas, en ce qui concerne justement la restructuration des dettes qui a été faite avec les traders, il me semble qu'un trader va sauter à la fin de cette année, c'est-à-dire qu'on aura remboursé tout ce que le Congo lui doit. Tandis qu'un deuxième trader, je crois qu'il s'agit maintenant de Trafigura, ce sera au premier trimestre 2025. Ce qui permettra donc au Congo, quand même, en ce moment, de ne plus avoir affaire à un service de dette destiné aux traders. Pratiquement, donc, je pense, avant le deuxième trimestre 2025. Bon, ça sera déjà une petite bouffée d'oxygène.
qui va donc certainement permettre au Congo, pourquoi pas, de pouvoir engranger davantage de ressources pétrolières qui vont se coupler aux réformes qui sont engagées. J'ai vu le ministre des Finances, il engage des réformes pour le Trésor. Et il en aide même, on parle des impôts, certainement qu'il y aura assez de ressources pour certainement vivre des moments certainement meilleurs que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, voilà ce que je pouvais un peu apporter comme élément additionnel. Alphonse, finalement, le passage, parce qu'ils sont errants, le passage du FMI au Congo, c'est pour, vous l'avez dit, entre autres, améliorer la qualité de la signature. Demain, pour sortir de ce plan triennal, le Congo va s'endetter. Encore pour la consommation, pour tomber dans les mêmes travers. Dans les mêmes travers. Très bonne question. Je vais à toute fin utile, il faut savoir que presque tous les États du monde s'endettent. Endettés, oui. Ouais. Les États-Unis sont hyper endettés, le Japon, oui. On parle de la soutenabilité de la dette quand même. On n'a pas la même qualité de signature, ça il faut le reconnaître, parce que c'est un peu intellectuellement incorrect de dire oui, on est endetté, même la France l'est. Non, on n'a pas le même niveau de qualité de signature. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire, puisque ça peut être justement un exemple, est très endetté. Mais la dette de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal a permis, ou les dettes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ont permis un saut qualitatif et quantitatif en matière d'infrastructure. Ça veut dire que vous avez par exemple sur la place d'Abidjan, pont Henri Konan, Bélier, tout ça, c'est payant, ainsi de suite. Donc c'est pour que ça puisse contribuer au remboursement des dettes. Le Congo, maintenant, peut-être que vaudrait mieux qu'on vive les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Aux autorités, lorsque nous sortirons de cet accord avec le FMI, cet accord triennal, à eux maintenant, à elles, de soigner la qualité de la signature du pays pour dire on ne va plus s'endetter pour faire des fêtes, pour faire, je ne sais pas moi, ceci ou cela, mais ce sera pour justement investir. Il y a des chantiers qui sont restés aujourd'hui, qui sont à l'arrêt, à la suite de tout ce qu'on a connu comme assèchement financier. Il faut les relancer. Ces chantiers, peut-être, pour certains, sont, du point de vue économique, des chantiers rentables. Donc, à l'État maintenant de savoir faire le choix, de ne plus nous lancer, comme disait Albert, et c'est vrai, la Banque mondiale nous avait reproché de investir autant d'argent pour faire un stade omnisport à Kintélé, qui, franchement, j'avais lu ce rapport, ne devrait servir à rien, et je crois qu'ils ont raison. Donc, que l'on ne se lance plus dans des investissements qui sont certainement du type à l'œil, tape à l'œil. Mais si c'est le gouvernement réoriente ses investissements dans ce qui peut être productif, et il n'y a pas de mal à s'endetter. Je vous le dis, tous les pays s'endettent, que personne ne vous dise que non, les pays vivent sur fonds propres. Le pays vit sur fonds propres parce que la qualité de la signature permet de mobiliser un certain niveau de recettes qui vous donne une certaine crédibilité. Quand vous allez sur le marché financier international, on regarde, on dit, ah, c'est Albert, mais il gagne assez, il a telle richesse, il a telle ceci. Donc, on peut lui donner notre argent. À nous maintenant de savoir l'utiliser. Voilà. Et pour compléter rapidement ce que dit Alphonse, dans le terme très simple, c'est que l'État congolais aujourd'hui doit être conscient que finalement, après tout ce qu'on a vécu, aucun gouvernement, même après ce gouvernement aussi dans les années prochaines, ne doit mener le même train de vie que nous avons déploré dans ce pays. Et après, il faut encore souligner que le pays va toujours s'endetter. Le pays va toujours s'endetter. Mais Alphonse a épinglé un fait très important, c'est que le Congo s'est endetté pour se nourrir, alors que le Congo devrait s'endetter pour aller, à mon avis, par exemple, développer son agriculture, aller diversifier réellement son économie, régler par exemple des problèmes d'électricité et d'eau, mais malheureusement pendant longtemps les gens se sont endettés pour s'enrichir, sinon réellement que pour de la gabegie. Donc maintenant, s'il faut continuer à s'endetter, il faut qu'il y ait des vrais projets, et pas comme ce qu'on a vécu qui sont aujourd'hui improductifs, qui n'ont réellement apporté à l'État, au développement du pays. Donc il faut réfléchir sur les vrais projets.
Par exemple, le PND actuel, on a vu le gouvernement essayer, tant bien que mal, mettre en place quelques projets en faveur des jeunes, mais il faut voir la faisabilité. Est-ce que voir le pragmatisme dans ces projets-là pour que si on s'endette encore demain et pour que l'argent soit directement injecté dans le développement que dans la consommation. Albert Mianzokuta, le FMI, c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Après le FMI, quel avenir? La question mérite de se poser aussi. Oui, mais le Congo restera en place. Toujours 342 000 km² donc de superficie et passera de 6 millions d'habitants à 7, 8, 9. Ça, c'est le destin de toute nation. C'est à nous de savoir le recadrer et l'orienter. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous surprendre un tout petit peu. Je me dis, tout ce qui nous arrive finalement, comme on dit à l'église, tout est grâce. Je veux dire, toutes ces difficultés-là nous donnent à comprendre finalement que le tape à l'œil, comme a dit Alphonse, ce qui soigne notre ego national ou nationaliste, ce n'est pas forcément ça qui va assurer notre lendemain meilleur. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que nous soyons encore dans des plans de municipalisation accélérés et qui nous valent d'avoir un aéroport dans chaque chef-lieu de département et qui ne rapporte rien. Allez voir l'aéroport de Nkaï, allez voir l'aéroport de Sibiti. Il y a de l'herbe déjà sur le tarmac et donc vous voyez tout cela. C'était des mauvais investissements alors? C'est-à-dire que c'était seulement le prestige, ça soignait notre ego, mais ça ne nous garantissait aucune rentabilité. Peut-être pas aussi, peut-être pas mauvais investissement, peut-être que ça a été mal exploité. Parce que je prends le cas des stades. Le Congo se veut être un grand pays de football au niveau continental et au niveau international. Il faut donc préparer une pépinière. Donc la vision de mettre en place les stades, je ne fais pas la promotion de cette politique de la municipalisation, c'était quand même de développer le sport depuis la base. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de politique d'exploitation de ces stades. C'est comme aujourd'hui les aéroports. Eker, qui devrait quand même faire le tour du Congo, est asphyxié, n'a même pas donc d'appareils et qui peuvent quitter Brazzaville, Sibiti, Kaï, on n'a rien de temps. On n'a pas développé le transport aérien ou encore développé simplement le transport pour que le Congo soit totalement désengorgé. Les infrastructures sont là, mais voilà, les politiques pour accompagner... Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est cela le danger, c'est de concevoir chacune des réalisations, chacun des aspects comme étant indépendants du reste. Je veux dire, vous ne pouvez pas construire un aéroport à Ifondo sans vous assurer que nous ayons une compagnie nationale qui dispose d'avions. Oui. Qui dispose d'avions sains, je veux dire SAIN, pour assurer donc les dessertes, et puis qui dispose aussi d'agents qui récolte les fonds, donc la billetterie assurée et au service de la société de la compagnie. Bon, voilà. Si d'un côté nous volons et de l'autre nous demandons, nos deux mains sont chargées, mais de choses négatives. Alphonse, pour refermer ce chapitre, puisque nous allons passer au deuxième sujet très très rapidement, aujourd'hui, au vu de tout ce qui s'est dit sur ce plateau, quelle est finalement la santé économique du Congo? Si on prenait le bulletin économique du Congo, on dirait le Congo se porte bien. Je sais qu'il y en a qui me diront, qu'est-ce que tu racontes? Nous n'avons pas nos salaires, nous n'avons pas nos indemnités de cession. Oui, le Congo, sur le plan économique, se porte bien puisque la croissance est maintenant positive, elle est même quasiment au-delà de 3%. Même si le taux d'inflation se situe à 3,7%, mais la situation est générale en ce qui concerne l'inflation. Donc, c'est une bonne carte économique. Je pense que c'est pourquoi le FMI n'a pas manqué de nous donner un satisfecit, parce que le FMI vient justement pour l'amélioration de ces agrégats macroéconomiques. Il y a des perspectives de recettes pétrolières qui sont assez bonnes, les perspectives de mobilisation de recettes douanières, plutôt fiscales, qui vont quasiment à 337 et puis on les a projetées à 1000 milliards. Donc, pour quelqu'un qui veut investir au Congo, il regarde d'abord le tableau économique. Et maintenant, malheureusement, il faut le reconnaître,
on vit une crise financière. Et j'ai dit, la crise financière, c'est vrai, elle est générale, mais pour le cas du Congo, si franchement on avait fait preuve d'une bonne gestion de nos ressources, avec justement un fonds des générations futures, comme on l'avait dit, qui est bien géré, qui est quelque part, je pense que ce serait une bonne chose. Donc, la situation du Congo sur le plan économique est bonne, mais la situation financière ne l'est pas. Le social suit. Alors, deuxième sujet de cette émission, je l'ai dit à l'entame, le ministre rwandais des Affaires étrangères était ici au Congo le 10 juillet dernier. Son message était clair et vient conforter, sinon confirmer les dernières sorties explicatives du gouvernement. Pas de cession, pas de vente de terre. On l'écoute et puis on revient pour décrypter. Raison d'être. Deuxième point, c'était relatif à une polémique malheureuse qu'on a entendue ces derniers mois sur l'accord partenariat économique entre le Rwanda et le Congo, surtout sur une prétendue cession de partie du territoire congolais au Rwanda. Et donc nous sommes venus ici réaffirmer que cette polémique malheureuse n'a pas lieu d'être, puisque la République du Congo n'a pas cédé la moindre portion du territoire congolais au Rwanda et n'a vendu la moindre terre, n'a donné la moindre terre au Rwanda. Il y a simplement eu des accords de partenariat économique où des entreprises rwandaises sont venues explorer des opportunités d'investissement dans le domaine agricole, comme des entreprises congolaises pourraient aussi venir au Rwanda explorer les mêmes opportunités d'investissement dans le domaine agricole. J'ai dit à son Excellence, Monsieur le Président, qu'il s'agit bien entendu d'une polémique qui a été créée, entretenue par des groupes politiques pour s'en prendre au Président, à ses réalisations et au gouvernement, mais que nous, gouvernement rwandais, nous sommes prêts vraiment à faire cette pédagogie pour expliquer la nature exacte de nos accords, qui sont en fait des accords gagnant-gagnant. Albert. Je parle pour ma propre chapelle, déjà aux évêques, que bon voilà, regardez les textes et puis allez dire à vos ouailles où est-ce que nous avons été pris en faute dans notre rapport de partenariat avec le Rwanda. Et il a martelé ce discours-là, je crois, d'une manière cohérente. Donc il n'y a pas eu de choses cachées, au moins dans le discours. Maintenant, le ministre rwandais vient enfoncer le clou, mais ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que, ben oui, tout est parti aussi quelque part du Rwanda. C'est une émission de la télévision rwandaise qui a mis le feu aux poudres au Congo en disant, voilà, nous avons maintenant au Congo, là-bas, une superficie égale à la ville de Kigali où nous pourrions planter notre arachide, notre piment, notre notre production agricole la plus prioritaire du moment. Et donc voilà, ça c'est parti de là. Nous n'en sommes pas là, tant mieux. Le partenariat va continuer, d'accord, nous surveillons, nous voyons, Maluku, comment ça se comporte, comment ça va, qu'est-ce que tout cela va donner. Dans la Bouenza, les populations étaient déjà, j'allais dire, sur le pied de guerre, sur le sentier de guerre, pour dire, bon voilà, bientôt nous allons voir débarquer des Rwandais qui viendront nous déposséder de nos plantations, de nos champs. Donc, tout cela, je pense, de toute façon, qui explique ne commet pas d'erreur. Expliquer, c'est aussi une manière de désamorcer les crises futures. Est-ce que expliquer, c'est corriger? Bon, oui, il faut toujours une communication comme celle qui nous est servie, parce qu'on sait très bien que, comme le disait Albert, c'est beaucoup plus du Rwanda qui est venu, je peux dire, cette espèce de communication un peu étonnante au sujet de notre partenariat avec le Rwanda, qui, je vous rappelle, date de 1982. Ce n'est pas aujourd'hui que le Congo a un partenariat avec le Rwanda. Mais, sauf que dans le cas d'espèce, je peux reprocher aux autorités rwandaises de n'avoir pas été promptes
lorsqu'il y a eu cette sortie médiatique, n'est-ce pas, des opérateurs économiques rwandais avec l'aide de la télévision rwandaise. J'aurais bien voulu voir les autorités rwandaises répondre, comme on dit, du tic au tac, enfin, jouer au répondeur automatique pour désamorcer la bombe. Malheureusement, la bombe a pris un volume qui finalement fait qu'aujourd'hui, ça paraît un peu difficile de pouvoir convaincre certaines personnes qui ont ingurgité cette information au premier degré. Mais est-ce que cette réaction répulsive peut s'expliquer? Soyons honnêtes, hein, ne faisons pas comme si on était des politiques. En tant que journaliste, je sais que l'essentiel de la population congolaise est impacté par l'effet de la communication qui vient de nos voisins de la RDC. Et tout le monde sait les relations aujourd'hui entre la RDC et le Rwanda, notamment dans sa partie Est. Et ce qui fait que nous avons, qu'on le veuille ou non, on se sent concerné par ce qui se passe chez le voisin. Et donc, c'est surtout ça le fond du problème. Parce que on a l'impression que quelles que soient les tonnes de communication qu'on peut injecter pour dire aux gens que il n'y a pas eu cession des terres, il s'agit d'un accord de partenariat économique, mais il y a comme des gens qui bouchent les oreilles pour ne rien entendre, pour dire nous ne voulons pas du Rwanda chez nous parce que ils se sont des envahisseurs chez des voisins. Donc, je pense qu'il y a tout un travail de communication qu'il ne faut pas laisser. Je disais qu'avant qu'il y ait la situation à l'est de la RDC, le Congo-Brazzaville entretient des relations avec le Rwanda depuis 82, donc sous le régime de feu le président Habyarimana. Et il y avait même, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas les Hutus d'aujourd'hui, il y avait en ce moment des Tutsis. Donc, qui, en ce moment, on le sait, étaient des exilés plutôt, et qui vivaient chez nous ici. J'en ai connu, qui enseignaient à l'université ou qui étudiaient avec nous. Bon, aujourd'hui, le problème, il faut le reconnaître, c'est tout simplement parce qu'il y a l'impact qui vient du pays voisin. Boni Fortuna, est-ce que aujourd'hui, on peut comprendre un peu la quintessence, sinon le contenu de ces accords qui finalement datent? Oui, ce qui est bien déjà, cette polémique évolue bien de part et d'autre. Hein. On se souvient bien que tout est parti sur le domaine juridique. Pourquoi le gouvernement n'est pas passé par le Parlement pour valider ces accords? C'était un débat vraiment juridique. Après, le débat s'étend sur le domaine social. Nous avons vu la population s'acharner sur le gouvernement. On a vu des clameurs pour dire finalement on ne veut pas recevoir les Rwandais ici parce que, comme dit Alphonse, ils envahissent la RDC, qui sont violents, des choses comme ça. Et finalement, on a vu les hommes politiques sortis de leur silence, de l'opposition de part et d'autre, finalement, pour poser un autre problème qui est purement politique. Mais aujourd'hui, avec cette sortie médiatique, sinon l'arrivée du ministre rwandais des Affaires étrangères au Congo, nous constatons quand même que les choses évoluent. Mais quant aux accords, la polémique qu'il y a eu dans ce pays a tellement brouillé les choses au point où nous avons oublié que depuis longtemps, nous collaborons, sinon nous avons un partenariat, sinon nous avons des accords avec le Rwanda. Cette polémique nous a tellement brouillé les pistes au point où nous avons cru qu'on a un vrai problème avec nos frères rwandais. Alphonse l'a rappelé, depuis 82, donc ça fait 42 ans, sinon 43 ans à peu près que nous avons des accords avec le Rwanda, validés par le Parlement congolais. Nous avons en 2014, si je ne me trompe pas, d'autres accords qui concernaient, à mon avis, l'aviation, le secteur de l'aviation avec la compagnie rwandaise et qui desservit le Congo d'ailleurs et depuis quelques années. Et nous avons en 2022 d'autres accords sur, on va dire, comment on appelle la communication entre les deux pays. On a même aujourd'hui son passeport, vous pouvez, avec votre passeport ordinaire, vous prenez le visa sur place au Rwanda, comme le Rwandais qui quitte son pays pour le Congo, il prend son visa sur place. Et ceux qui ont des passeports de service n'ont plus besoin de visa comme ceux qui ont d'autres passeports diplomatiques. Donc, on comprend que nous avons quand même avec le Rwanda des accords, mais pas les moindres, puisque nous avons vu le Rwanda organise chaque année un sommet sur les nouvelles technologies. Plusieurs jeunes Congolais y sont invités. On a vu des jeunes Congolais politiques et de la société civile aller au Rwanda prendre part
à ces sommets, et chaque année d'ailleurs. Donc, il y a un quota chaque année que le gouvernement congolais envoie, sinon le Rwanda invite les jeunes Congolais au Rwanda. Donc, on peut déjà comprendre qu'à ce niveau, il n'y a aucun souci. Mais simplement, il y a eu donc un vrai problème de communication. C'est une crise de communication aujourd'hui qui tente maintenant de prendre notre coloration purement politique quand on écoute les hommes politiques, surtout de l'opposition, et qui voient derrière ces accords non plus cession au vente des terres pour des besoins économiques, mais plutôt purement pour des besoins politiques. Quand vous suivez Mathias Nzon, il est très clair dans ses propos, je n'ai pas envie de rappeler si ce qu'il a dit, et quand vous suivez Mirassa dans sa démonstration, on comprend que dans leur vision, dans leur lecture des choses, que si finalement tous ces accords visent certainement à maintenir ce pouvoir en place, sinon encore à une succession après le président de la République. Mais il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que on a vu Clément Mirassa parler des accords de la coopération militaire, mais on se souvient bien que jusqu'à aujourd'hui, ces accords n'ont pas été signés selon nos informations, mais qu'il faut prendre au conditionnel parce que ces accords, c'est-à-dire qui devaient être validés par le Parlement, ont été récupérés, retirés par le gouvernement parce que, à mon avis, rien ne poussait ou encore ne pouvait pousser le gouvernement congolais à ratifier rapidement ces accords. Donc, c'est encore en réflexion. Voilà. Les défenses. Voilà, c'est le volet défense. Donc, c'est encore en réflexion. Ça a été envoyé au Parlement, mais retiré rapidement pour vouloir enrichir et regarder de fond en comble s'il est encore temps, s'il est toujours temps ou s'il faut vraiment nouer les accords. Donc, on comprend que, pour conclure que, finalement, le débat sur les terres, chacun va certainement continuer à interpréter les choses. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, mais ce qui est visible aujourd'hui, c'est que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda est venu corroborer la posture du gouvernement qui, depuis quelques semaines, dit clairement que les terres ne sont pas vendues. On parle de ces accords puisqu'on dit que ça reste aujourd'hui une sorte de nébuleuse, mais les évêques en ont. Les parlementaires aussi. Donc, ça peut peut-être dans les prochains jours, si les parlementaires ont des moyens, ils pourraient peut-être aller expliquer ces accords à leur mandat. Et comme aussi les évêques de l'Église catholique, s'ils sont réellement convaincus, peuvent peut-être mener des campagnes dans différentes paroisses pour expliquer ces accords. Albert voulait réagir par rapport... Oui, non, tout à fait, exact. Mais il faut toujours insister sur le fait que nous sommes ici sur cette question. Je ne sais pas si nous sommes victimes, mais nous sommes entourés de toute cette atmosphère malsaine qui provient de la zone de guerre de RDC, donc l'Est, et qui pousse même nos frères et cousins de la République démocratique du Congo à voir tout. Dans le Rwandais, je veux dire la cause de tous les malheurs qui leur arrivent et qui donc, j'ai regardé récemment encore un professeur, je crois, de criminologie de la République démocratique du Congo qui insultait mais vertement notre président de la République et disait, bon voilà, vous allez voir ce qui va vous arriver à vous aussi si vous faites confiance. Bon, nous sommes, comme nous l'avons rappelé, en rapport, en relation avec le Rwanda depuis longtemps. Et donc, ce que nous avions à craindre a dû se produire. Si ça ne s'est pas produit, le Congo n'a pas à se laisser phagocyter, dans sa diplomatie en tout cas, par cette atmosphère malsaine. Ce que on aurait pu reprocher à notre diplomatie, à notre gouvernement, c'est de ne pas en faire assez pour désamorcer cette crise-là entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Or, nous avons laissé passer ici, je regardais les figures de la salle de Kinshasa, la salle de conférence de Kinshasa en octobre dernier, lorsque M. Tshisekedi, prononçant ce discours, disait, voilà, je préfère bâtir des murs que des ponts lorsque je me fais poignarder dans le dos par des frères. C'était gros, mais nous avons laissé passer ça. Je veux dire, il n'y a pas eu de réaction officielle. Je dis, c'était peut-être le moment de commencer à désamorcer les choses, les désamorcer, détricoter un peu cette... J'étais à Kinshasa plusieurs fois, j'ai été étonné, mais alors de la liberté de haine que nos confrères s'affichent dans les rédactions contre le Rwandais. Au point que je me dis, mais finalement, le Rwanda, il est là depuis plus de 20 ans.
à l'est de la République démocratique du Congo. En quoi est-ce qu'il est devenu plus dangereux maintenant? Et qu'est-ce qui s'est fait depuis lors pour que justement ça en arrive à là où ça en est arrivé, si vraiment c'est bon. Maintenant on découvre avec le détail des rapports que l'armée rwandaise est bien impliquée, bien installée, bien présente, et non seulement elle, mais aussi l'armée ougandaise. Donc nous le voyons tout cela, mais ça ne nous amène pas dans la direction de l'apaisement, et j'ai comme l'impression que nous ne sommes même pas là pour applaudir une quelconque politique d'apaisement venant de Kigali ou de Kinshasa. C'est comme si ce qui est bien, aussi bien à Kinshasa que je suivais aussi la télévision rwandaise récemment, c'est ce qui montre que le Rwanda est fort, peut mater la République démocratique du Congo, que le Congo, la République démocratique du Congo est forte, qu'elle peut, si elle le décide, si elle le décrète, mobiliser suffisamment des forces pour buter le Rwandais hors de ce pays. Bon, alors, quel est le choix que nous faisons? Voilà, mais pour compléter, Albert, mais il faut rappeler qu'en RDC, il y a près de 20 ans, les Rwandais qui ont fui la guerre chez eux sont encore en RDC. Ils sont d'ailleurs nombreux qui ont bâti des familles depuis là-bas. Mais nous n'avons pas vu la RDC chasser ces Rwandais qui seraient devenus dangereux. Pour le cas du Congo, mais nous avons des frères rwandais qui sont pasteurs chez nous, qui ont des églises. Nous avons, qui sont dans les affaires aujourd'hui, qui ont des grands magasins à gauche et à droite, qui sont même dans le transport. Depuis plusieurs années, nous avons des Rwandais qui sont arrivés ici à 14 ans et j'ai rencontré un qui est devenu médecin. Et donc, en ce moment, on peut comprendre que la cohabitation n'a jamais posé problème. Le problème, c'est que, je le disais tout à l'heure, le débat qui est parti sur le domaine juridique, après social et finalement politique, on comprend réellement pourquoi ça suscite autant de polémiques. Mais c'est vrai que les problèmes de terre ont toujours causé des problèmes partout dans le monde. Aucun peuple souverain ne peut accepter, surtout la population, le Congolais, le citoyen lambda, ne peut accepter, attendre ça, que les terres ont été cédées à un pays quelconque, partout dans le monde. Mais le problème, c'est qu'au Congo, nous n'avons pas eu le temps suffisamment d'expliquer aux populations la nature de ces accords, surtout quand ça avait commencé déjà à s'enliser. Donc aujourd'hui, le problème, je pense que si il ne reste pas au niveau politique, on peut tous comprendre que finalement, il n'y a pas eu vente, il n'y a pas eu cession de terre, comme le ministre rwandais des Affaires étrangères l'a dit, et comme le gouvernement congolais le dit depuis quelque temps. Merci Boni Fortuna Ngolali, merci Alphonse Ndongo et merci Albert Mianzukuta d'être passé dans le dictionnaire politique. Je rappelle que nous avons parlé de la 5e revue du FMI au Congo. Nous avons parlé de l'impact de ce programme dans lequel s'est engagé le Congo sur 3 ans et aussi très rapidement, de manière éclair, nous avons parlé de la dernière sortie du ministre des Affaires étrangères du Rwanda au Congo. Merci de nous avoir suivis. Le débat se poursuit en commentaire, quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, Facebook ou YouTube. Merci de continuer à alimenter ce débat. On se retrouve très prochainement avec d'autres sujets pour décrypter l'actualité. Au revoir.